Alexander Gotowski. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour. Merci pour cette possibilité d'intervenir et de parler de la situation économique du Bélarus. Donc, mon intervention va être faite en deux temps. Donc, tout d'abord, quelles sont les perspectives de la croissance économique et quelles étaient les perspectives avant les événements de 2022. Je pense que c'est même plus intéressant que les tendances actuelles. Donc, je vais brièvement vous parler de la situation économique au Bélarus. Donc, vous voyez ici la dynamique à l'année 2022-2023. En orange, vous avez ici la courbe par rapport à l'année 2021, donc avant les événements, et en bleu, donc par rapport à l'année précédente. Donc vous voyez qu'il y avait un taux de croissance aux républiques du Bélarus, une croissance après la base qui était assez faible de l'année 2022. Et si nous regardons la tendance générale, nous voyons que l'économie bélarusse en total cumulé et en dynamique trimestrielle n'est pas arrivée au niveau de 2021. Si l'on compare à la Russie, par exemple, qui est arrivée à atteindre ses niveaux de 2021 en 2023. Donc, quels étaient les objectifs du gouvernement et est-ce qu'ils ont été remplis? Donc, sur le graphique du haut, vous voyez la situation à la fin des 6 premiers mois. Ensuite, vous voyez les troisième et quatrième trimestres. Il s'agit d'estimations parce que vous voyez bien sûr le graphique ici, l'économie qui démontrait une différence par rapport aux tendances d'avant les sanctions. Donc, notre estimation était au niveau de 2,4%. Et en même temps, notre chef de l'État avait défini un objectif pour 2023 à une croissance de 3,8%. Et en même temps, depuis le troisième trimestre, l'économie a accéléré. Donc ici, vous voyez en orange le total cumulé. Et à la fin de l'année, on arrive à une croissance de 3,9%. Donc on a atteint l'objectif et on l'a même dépassé. Et vous voyez que par rapport au quatrième trimestre 2021, c'est même un petit peu plus haut. Et en même temps, la base en 2022 était un peu plus basse. Et donc, ce phénomène arithmétique, comment on arrive à cela? Donc, il y avait un premier trimestre qui était en dépression, on va dire, en négatif. Et ensuite, nous voyons qu'il s'est ajouté à chaque fois un trimestre avec une base très basse. Et donc, nous avons eu trois trimestres avec une base faible et un trimestre avec une base un peu plus élevée. Et c'est comme cela qu'on arrive à ce chiffre de croissance à la fin de l'année. Donc, quels sont les facteurs et qu'est-ce qui s'est passé dans l'économie du point de vue de la demande? Donc, nous avons également fait une décomposition, comme l'a démontré Alexander Alexandrovitch. Donc, nous déterminons la valeur ajoutée et donc nous regardons l'impact de cette valeur ajoutée avec toutes les chaînes de valeur ajoutée en comparaison. Donc ici, en rouge, vous voyez l'impact de la demande d'export sur la valeur ajoutée et sur les sociétés qui sont impactées. Donc bien sûr, vous voyez que il y a eu une chute en 2021. En 2023,
Vous, vous avez un- vous avez une situation qui commence un petit peu à s'améliorer. Et sur le graphique du bas, vous voyez la comparaison avec l'année 2021, donc avant les sanctions. Donc, sur le graphique du bas, vous voyez que les exportations et la valeur ajoutée est revenue au niveau d'avant les sanctions. Donc, les exportations, vous voyez qu'ils sont presque nulles ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur ces graphiques? Donc, nous voyons que, excepté l'impact négatif de la demande antérieure, donc vous avez en bleu les investissements, en vert, vous voyez la consommation des ménages. Il y a eu un facteur mitigateur, qui représente en fait un transfert de la demande du marché extérieur vers le marché intérieur. Donc vous voyez par exemple ici les importations globales et nous voyons une croissance plus ou moins rapide qui dépend de la demande. Donc comment cette importation change en fonction de la demande extérieure et intérieure. Donc, nous avons constaté que en 2022, nous avons eu une dévaluation, nous avons eu une rupture de, des chaînes d'approvisionnement, et bien sûr, cela a eu un impact. Donc ici, en 2023, par rapport à 2022, vous voyez qu'il y a une tendance inverse. Donc les exportations sont revenues et en même temps, nous avons eu des importations également qui se sont accrues. De... Et en même temps, ici, si vous regardez le graphique du bas, au premier trimestre, on a eu une demande différée qui a été donc pris en compte ici. Au dernier trimestre, on n'a plus ce facteur qui est présent. Et au troisième, il y a eu, encore une fois, cet effet de transfert sur les produits locaux. Et vous voyez aussi les consommations des ménages qui stimulent aussi la croissance du PIB. Et il faut dire aussi que le troisième et le quatrième trimestre, c'est les investissements aussi qui arrivent. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Et cela, bien sûr, a un impact aussi sur la situation d'une manière générale. Donc ensuite, si l'on regarde un peu plus en détail les secteurs, donc nous avons l'industrie qui croît, donc l'industrie minière et l'industrie manufacturière qui arrivent au niveau de l'année 2021. En même temps, vous voyez l'agriculture, il n'y a presque pas de dynamique, mais malheureusement, il y a une chute, une baisse dans les secteurs de l'information et également dans le secteur des transports. Donc avant, il s'agissait du transport automobile et des pipelines. Donc on avait pas mal d'activités logistiques avant. Ensuite, en ce qui concerne les tendances plus positives, c'est la tendance de la demande antérieure. Donc, il y a de plus en plus de commerce. Et ensuite, vous avez le secteur du bâtiment aussi qui croît. Et en même temps, nous savons que les investissements étaient négatifs. Donc nous avons cette situation où il y a des activités économiques qui donnent un apport positif et d'autres qui donnent un apport plutôt négatif. Donc ce que vous voyez en rouge, ce sont les années 2021-2022, première année de sanctions. En bleu, l'année 2023, ça c'est la reprise. Et le vert, c'est l'année 2023 à 2021. Nous voyons l'industrie manufacturière reprendre, à peu près la même situation en ce qui concerne le commerce, la construction, mais il y a deux domaines d'activité qui
continue, en négatif. Ce sont les transports d'une part et l'information, la communication de l'autre. Ce sont les deux qui continuent à avoir une valeur négative, un impact négatif durable. En plus de ces apports à la croissance du PIB, on va également suivre l'influence de ces processus sur le solde commercial. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Encore une fois, si on va étudier la distribution des facteurs qui ont impacté le solde du commerce extérieur. Et là, je dois faire une remarque. En 2022, on a vu un record dans l'excédent de commerce extérieur. Voilà. Là, c'était les exportations, donc la valeur ajoutée. Et cela a permis, dans le cadre d'une conjoncture négative, avoir un excédent, donc solde positif. Le vert et le jaune, c'est la consommation la demande des consommateurs. Le jaune, c'est le changement de focus sur des produits nationaux. Au lieu des produits importés, on consommait surtout des produits nationaux. Cela a permis d'économiser. En plus, nous avons eu une conjoncture de prix pas très bénévolente, donc le gris ici. Donc, grâce à ces facteurs, la conjoncture des prix, la refocalisation sur les produits nationaux, le resserrement de la consommation antérieure, on a pu, grâce à cela, stabiliser l'économie. En 2023, on voit la croissance de la valeur ajoutée et brute liée à l'exportation. On va rebondir sur ces volumes. La conjoncture des prix est meilleure. Donc là, nous voyons moins 676 milliards de dollars. Ça, c'est la dévaluation du rouble russe et son impact sur notre économie. Le vert négatif ici. Désolé, je vais faire une remarque. Le vert en négatif, c'est la consommation des ménages, donc des produits qui sont achetés, importés ou qui sont inclus dans la production nationale. Donc, c'est un impact négatif. Avec la dévaluation du rouble russe, nous voyons également une refocalisation sur les produits nationaux, ce qui permet d'assouplir les conséquences de ces processus. Donc, nous voyons d'une part les apports à la croissance du PIB et d'autre part à quel point ces facteurs assurent un équilibre du solde de commerce extérieur et à quel point, dans quelle mesure l'économie peut supporter cette stimulation de la demande. Le graphique en bas nous montre ce solde de commerce extérieur positif, mais je peux ajouter qu'avec la croissance de la demande de consommateurs, cette valeur est devenue déjà un peu négative. On ne peut plus stimuler la demande, on peut toujours assurer la croissance économique, mais seulement si on a des exportations, des dynamiques d'exportation appropriées, sinon on aura des problèmes avec le solde de commerce, le marché de monnaie, etc. Encore une chose, c'est la balance de paiement. Donc là, on compte les différents impôts et on a là aussi des courants négatifs. Tout d'abord, ce sont les revenus sur des investissements étrangers. Ils n'ont plus de cette représentation purement monnaie étrangère, mais ils sont assez conséquents, assez considérables toujours. Et
Également, ce qui concerne l'investissement public. Donc, nous sommes dans une situation où on pourrait en fait pouvoir conserver, on devrait conserver un solde de commerce extérieur positif pour assurer l'économie. Et maintenant, passons aux perspectives. Dans la situation courante, on fait face à des questions plus stratégiques. Je vais vous les lister. Qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on vend? Tout d'abord, parce qu'il y a les sanctions qui touchent à l'économie biélorusse. Ces sanctions touchent une liste assez précise des produits. À qui est-ce qu'on vend? Ça, c'est la deuxième question. Au marché intérieur et extérieur. Quelle efficacité, troisième question, peut être assurée par cette activité économique parce que la valeur ajoutée d'un emploi est très différente en fonction du secteur. Et finalement, la quatrième question, quel modèle et quelle perspective de croissance économique? Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour pouvoir analyser, explorer ces questions de point de vue de la structure économique? Vous voyez devant vous en matrice, une matrice des exportations. Droite, tout à droite, vous avez le total des exportations euh, en fonction des différents types des produits. Là, les impôts, donc quelle partie de réexportation, des importations intermédiaires, quelle est la valeur ajoutée et finalement comment cette valeur ajoutée est distribuée sur la chaîne de création de valeur. Et donc, si on a certains produits avec lesquels on a des soucis, des problèmes de vente sur des marchés extérieurs, on peut voir qui est-ce qui va être concerné, non seulement le fabricant de ces produits, mais aussi d'autres activités qui sont liées à cette production. Comment est-ce qu'elles seront impactées? Nous avons ce matrice de distribution du PIB sur marché par marché et par produit. Donc là, on a 33,7% du PIB qui est la consommation des ménages. Et donc, on a toute une liste de ces produits. Ensuite, les accumulations brutes et les exportations. On a par la suite distribué, séparé ces exportations par pays. Et donc, on a ici, par exemple, 15% pour l'Union économique eurasiatique, y compris 14% pour la Russie. Quel type de produits? Donc, agroalimentaire, production des équipements, etc., etc. Donc, ça, c'est l'Union européenne et des pays particuliers. Et ensuite, d'autres pays, y compris les États-Unis, 2,1% du PIB, dont 1,8% ce sont les services de programmation. Donc, nous avons ainsi la structure totale de création du PIB en fonction des marchés accessibles. Et si nous voyons la vente des produits, ici on a les exportations à droite dans l'Union économique eurasiatique, l'Union européenne et d'autres pays. Et vous voyez qu'en fonction des groupes de produits, leur accès au marché est différent. Donc, par exemple, tout ce qui concerne les produits alimentaires, c'est la Russie, les services de transport. On avait le marché européen, tout ce qui concerne l'informatique, les États-Unis et l'Europe. Donc ici, par exemple, on a presque moitié-moitié si on ajoute d'autres pays européens à l'Union européenne. Par la suite, on a regardé de la même manière la distribution des emplois. Nous voyons la structure de la chaîne de
production pour chaque activité économique. Nous savons déjà la valeur ajoutée de l'emploi et on peut mesurer la productivité du travail euh, en suivant cette chaîne de production. Donc, en graphique similaire, mais là, c'est sur les emplois. Donc, la première place agroalimentaire, deuxième place, ce sont les équipements et les outils. Et encore une fois, pour les deux, c'est le marché russe qui prend la première place. Qu'est-ce que ça nous donne? Cela nous donne une possibilité de calculer en fonction des produits et des marchés de vente. On peut calculer la valeur de l'emploi. Donc, si on va par exemple au Brésil, qui est le deuxième, ce sont les engrais avec une valeur ajoutée assez élevée par emploi. Euh, on voit que pour d'autres pays tels que la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, donc pour la Pologne par exemple, c'est tout ce qui concerne le bois, les produits de bois, l'Allemagne, les services de transport. Et ici, nous voyons une efficacité assez moyenne de nos échanges avec nos voisins. Donc, voici l'image complète. Donc, ici, nous avons que les premières places de valeur par poste d'emploi, c'est l'informatique, la pharmaceutique, aussi les machines, les équipements, les outils, la construction, le traitement de bois un peu plus en bas. Et ici, tout en bas, on a textile, vêtements, chaussures, la valeur ajoutée par emploi la plus basse, le commerce, le tourisme, pas très élevé, et en fait, la santé, les services de santé et d'éducation. Qu'est-ce que cette image nous donne? On peut imaginer deux modèles au cadre de cette structure d'économie. La première, c'est la redistribution des emplois du bas en haut. Quand quelqu'un, par exemple, des parents va prendre la retraite, son enfant va être éduqué, va avoir à faire ses études et va prendre la place en informatique. Donc, l'emploi change d'un emploi moins efficace pour un autre qui est plus efficace et on assiste à une augmentation de la valeur ajoutée. Si l'on parle de ces positions intermédiaires, quand on va investir et augmenter la productivité du travail, cela permet de réveiller l'économie. Par conséquent, la question qu'on s'est posée, c'est comment, pendant cette dernière période, la Biélorussie s'est développée. On a pris l'année 2016 pour la base, ici l'année 2020 du bas en bas avec une petite croissance. Il y a plusieurs approches à cette décomposition basée sur la fonction productive. Donc surtout, on pratique l'approche d'agrégation. Ici, vous voyez des résultats assez significatifs en utilisant cette approche. Si on ne considère pas la période dans son entièreté, mais année par année, on a quand même des chiffres assez importants. Mais si on fait ces fonctions par secteur économique, on voit que les chiffres sont tout à fait différents, beaucoup
moins élevé que dans cette approche-là. Et ici, on a fait les calculs sur 42 activités économiques. C'était fait en fonction de l'accessibilité des statistiques sur les cadres, sur la force du travail, etc. Et si on combine cette approche sectorielle avec d'approximations annuelles, on va voir ces chiffres chuter. Pourquoi? Je vais l'expliquer sur ce graphique suivant. D'habitude, la fonction de production, la fonction productive est estimée en fonction des données réelles euh, d'évolution de l'emploi. Mais en fait, cette fonction de production va chiffrer le potentiel. Donc, par exemple, si vous allez investir pour bâtir une entreprise, et elle ne va pas tout de fait, tout de suite apparaître et donner son apport parce que la charge n'est pas totale dès le début. Si on regarde les statistiques biélorusses, on voit cette partie en orange. Quand la conjoncture améliorait, cette contribution dans la croissance réelle de la production, elle augmentait. Dès que la conjoncture de croissance, de taux de croissance économique, cette valeur tombait. Quand les taux de croissance diminuaient, il passait la barre vers le négatif. Donc ici, on a le potentiel qui n'est pas utilisé et donc on a cette valeur tout à fait négative. Si on regarde le cycle de l'année 2017 à 2021, on voit que cette valeur devient assez significative. Ça, c'est sur l'économie dans sa totalité. Et en fait cette analyse, on a pu distinguer quatre groupes différents d'activités économiques. Donc ici, on a la dynamique de distribution de ces groupes et en bas, on a les apports dans les producteurs de l'économie générale. Donc ici, on a des différents secteurs qui ont euh, beaucoup augmenté, surtout par l'apport du travail. 45,9%, c'est tout ce qui concerne l'informatique, tout ce qui concerne le droit, l'ingénierie et d'autres domaines des services professionnels qui ciblaient surtout les marchés extérieurs. Deuxième groupe, donc la croissance de 0 jusqu'à presque 15%, ce sont surtout tout ce qui concerne le bois, le traitement de bois et production des produits manufacturiers tels que les meubles en bois surtout, et un autre cluster qui est l'industrie minière et pétrolière. Ici, ils ont reçu des apports en force du travail et également un investissement assez significatif qui est beaucoup plus grand que celui de l'apport en force de travail. Ces deux groupes de l'activité économique, si on regarde le tableau en bas, ont assuré 2 tiers de croissance du PIB sur la période concernée. Ce sont les groupes qui assurent la productivité par le coût de travail et par le coût des ressources qu'ils utilisent et ils sont tournés vers les marchés extérieurs des pays qui ne font pas partie du CE. Troisième groupe avec une diminution, donc 2,8% de diminution. Troisième groupe, qui est c'est l'industrie alimentaire, production des équipements, électricité et énergie et quelques autres secteurs. Il y en a plusieurs en fait. Donc ici, les deux gros sous-groupes sont d'une part
l'industrie chimique et l'électricité. Ça, c'est un projet de construction d'un nouveau, euh, d'une nouvelle entreprise d'engrais et la construction d'une centrale nucléaire. Ces deux projets ont contribué grâce à l'expansion du capital fixe. Si on regarde sous l'angle de l'économie générale, donc ici on a 1,6. Deuxième sous-groupe, c'est production alimentaire, production des moyens de transport et ils ont serait-ce 4,7% et 1,7% leur contribution à l'économie générale. Ce sont les types d'activités qui ciblent le marché russe. Et vu la croissance de la demande sur le marché russe, nous voyons là surtout ces types d'activités qui permettent euh, cette contribution de la conjoncture. Donc, on pourrait dire avec beaucoup de sûreté que c'est 1,7%, c'est lié à la conjoncture surtout. Et enfin, le dernier groupe qui a vu chuter un peu son rapport en force du travail. Oui, on a eu des investissements qui ont un peu équilibré. Qui est-ce? Ça, c'est l'agriculture, la construction, la vente de détail, la production les produits en métaux, les équipements électriques. Pourquoi est-ce que ces secteurs ont eu ces indicateurs-là? Je vais vous expliquer. Il faut tout d'abord attirer votre attention au fait que il y a cette redistribution de la valeur ajoutée qu'on a calculée ici. Par exemple, la croissance plus vite du salaire va avoir un impact sur cela. Et donc, c'est cette distribution-là qu'on a ici. Ça, c'est la valeur ajoutée brute en ce qui concerne le paiement des facteurs de production. Et ici, le dernier groupe, par exemple, nous voyons que ces investissements qu'ils ont eus ici, ils ont été redistribués pour le paiement des salaires. Ça, c'est aussi tout ce qui est lié à l'agriculture où les salaires étaient très bas et ont dû être augmentés un peu. À cause de cela, les investissements qu'ils ont faits n'ont pas fait leur apparition dans le résultat financier. Pourquoi est-ce que ça se passait et qu'en était-il des investissements? On a pris des balances du capital fixe et des investissements principaux. Donc, en orange, les investissements pour contribuer au capital fixe. En bleu, c'est la croissance. En gris, c'est soit les investissements euh, plus anciens et mis en œuvre pendant cette période ou des investissements faits et non pas mis en œuvre. Donc, on a distribué ça avec la croissance du capital fixe et on a appliqué également notre fonction de production. Donc, comment est-ce que la croissance du capital fixe a permis la croissance de valeur ajoutée brute? Par exemple, là, l'agriculture, tout ce qui concerne la foresterie et la pêche. Ici, nous voyons les investissements qui sont utilisés pour, euh, pour établir le capital fixe. Donc là, 1,5%, ça c'est la valeur ajoutée brute qui serait diminuée si le capital terminé n'a pas été restauré par l'investissement. Et 0,9, ça c'est la croissance nette qu'on peut attester par le calcul
de l'expansion du capital fixe. Donc, l'industrie manufacturière, c'est moitié-moitié, tout comme les produits alimentaires. Donc ici, c'est à peu près la même distribution. Ça, c'est le cluster qui est lié au bois, la production, l'industrie chimique. Et pour le reste, vous voyez que là, par exemple, la production automobile, il y a vraiment rien de systémique. Il y avait surtout ce rétablissement du capital. Il n'y avait pas beaucoup de contributions des investissements à la dynamique de l'économie. Ça, c'est l'approvisionnement en énergie, 0,5% de croissance, les transports qui ont été investis assez lourdement et qui a fait son apport à la croissance du PIB, les informations, la communication et le reste. Donc ici, on voit les points sur lesquels l'investissement a un certain effet à l'économie, à l'activité économique globale. Si on essaie de résumer tout ce que je viens de dire, je pourrais dire que le modèle était basé premièrement sur la redistribution des forces du travail au bénéfice des activités économiques avec une valeur ajoutée plus élevée. Avec une décroissance des emplois, cette contribution a été positive grâce à cette redistribution. Il y a eu un apport du capital, une contribution du capital à la croissance économique, mais c'était assez ponctuel sur certains types d'activités. En ce qui concerne la construction automobile, par exemple, depuis 2018, on n'a pas eu d'investissement systémique, d'un grand investissement. Et ensuite, il y avait ce facteur de conjoncture. Ici, toutes les activités qui ciblaient le marché russe, où il y avait du potentiel, des puissances et la demande accrue sur le marché russe permettait la croissance de ces secteurs. Alors, quelles conclusions pourrait-on tirer? Les types d'activités qui ont reçu la force du travail redistribuée, ce sont les types d'activités qui sont tournées vers le marché européen. Donc, on pourrait presque exclure ce facteur du modèle économique et le nombre d'emplois dans ces secteurs va diminuer et transport, informatique, un peu le traitement de bois aussi. Voilà, on ne va pas les prendre en compte et donc ce modèle de redistribution au bénéfice des activités avec une valeur ajoutée plus élevée, ça a été un peu arrêté. Donc, il y a d'autres secteurs où on a dû chercher une logistique alternative et on a pu voir une reprise sur ces secteurs en troisième trimestre de 2023. Donc, il y a certaines activités. Bon, je ne vais pas partager cette information parce qu'elle est confidentielle, mais il y a une demande pour ces produits sur le marché russe, mais le problème, c'est que, vu notre expérience précédente, sans investissement systémique, sans développement de ce secteur, est-ce qu'on réussirait de lancer cette évolution dans les nouvelles conditions? Si c'est le cas, alors ces activités pourraient devenir des points de croissance pour l'économie biélorusse. Sinon, bien sûr, une question plus générale, de la perspective de croissance future. Excusez-moi, Alexandre, est-ce que vous êtes en train de terminer? Oui, merci. Oui, donc ce que je disais,
c'est que sur ces secteurs, nous avons une certaine dynamique aujourd'hui, mais malheureusement, si l'on prend en compte tous les processus que nous constations jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment une grande part de ces secteurs. Donc, en fait, ce sont des secteurs avec une valeur ajoutée moindre. Donc, il faudra travailler un petit peu dessus. Merci beaucoup et désolé d'avoir été un petit peu long. Merci beaucoup. Non, non, tout va bien. Cher Alexander, merci beaucoup. C'était très intéressant. Nous voulions juste avoir le temps de vous poser des questions. Donc, Alexander Shirov, donc en tant que discutant, tout d'abord. Oui, merci. Je vous écoute. Donc oui, c'est comme ça que nous avions prévu cette discussion. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Donc, c'était une intervention comme on aime, on va dire, parce que nous avons vu une analyse très complète, exhaustive, et je pense que c'était une intervention de grande qualité. Donc, nous pouvons poser aussi des questions intéressantes. Donc, en fait, le problème principal ici, c'est comment nous comprenons la situation actuelle dans l'économie bélarusse et comment et où cette économie peut aller dans les années à venir. Donc, merci beaucoup, Alexander Vladislavovich, qui a apporté son attention à ces particularités de l'économie biélorusse par rapport à l'économie russe, par exemple. Donc, cette structure assez particulière, en fait, est un miroir, en quelque sorte, de l'économie russe. Parce que, par exemple, le secteur IT, le secteur de l'information, avec une valeur ajoutée très forte, euh, on peut tout à fait imaginer un secteur comme le secteur de l'industrie minière en Russie, qui a aussi une valeur ajoutée très forte. Et donc, dans ces deux économies, les problèmes de ces deux secteurs, c'est que ces secteurs ne peuvent pas porter toute l'économie sur leurs épaules. Ce sont des limites tout à fait naturelles, on va dire. Donc, si l'on prend 146 millions de personnes qui vivent en Russie, on arrive à un chiffre assez faible de revenus. Donc, je pense que ce sera pareil si l'on calcule le secteur de programmation de IT Bélarus rapporté à la population de tout le pays. Donc, bien sûr, ce sont des secteurs avec une valeur ajoutée forte, mais ils ne peuvent pas être des leaders, des locomotives qui portent toute l'économie sur leurs épaules. Donc, ce sont des secteurs qui n'ont pas assez de volume. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? En Russie, on parle d'un secteur réel dont on a besoin parce que c'est une économie plus complexe et ça veut dire qu'il y a plus d'interactions entre les secteurs et cela veut dire qu'à chaque interaction, nous avons une valeur ajoutée. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de valeur, plus de secteurs, plus de services. Donc, on a un multiplicateur qui nous amène à un bon résultat. Alors, qu'est-ce que nous avons en Biélorussie aujourd'hui? Je pense que le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de marché intérieur aussi grand qu'en Russie. Parce que s'il y avait un marché aussi important à l'intérieur du pays, ça serait beaucoup plus simple et les secteurs seraient beaucoup plus efficaces. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le cas et je pense que il s'agit là du problème principal. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ce marché? Donc, il y a bien sûr la Russie et la Russie est prête à ouvrir son marché parce que nous avons un déficit et nous avons un déficit de produits de consommation, de produits intermédiaires. Et c'est un déficit qui est lié au manque de technologie, au retard technologique, aux sanctions également. Et en même temps, nous avons une ambition de produire plus, de produire mieux. Donc,
Ici, comme le disait Alexander, effectivement, qu'est-ce que nous voudrions avoir de l'économie bélarusse? Il y a certains problèmes, en tout cas dans certains secteurs, surtout ces dernières années, ou ces dernières 10 dernières années, on va dire. Donc, par rapport à la production. En même temps, qu'est-ce que nous avons vu en termes d'emploi, en termes de main-d'œuvre? Donc, si nous nous représentons l'économie bélarusse à 10 millions de personnes, il est clair que le secteur IT tout seul ne peut pas l'apporter. Donc, c'est un secteur qui est orienté à l'interaction avec des sociétés étrangères, extérieures, et donc tous ces emplois qui donnaient un certain niveau de vie au Bélarus, et d'un autre côté qui pourraient soutenir l'économie bélarusse, là je dirais que la situation au Bélarus est assez semblable à la situation en Russie, parce que là, il ne s'agit pas du fait qu'il faut des secteurs d'économie avec plus de valeur ajoutée. En fait, il faut avoir une économie qui, avec toutes les interactions à l'intérieur de l'économie, qui génère un volume de revenus aussi important qui nous permet d'avoir une croissance économique que nous voulons avoir. Donc cela veut dire que l'économie doit se complexifier. On ne peut pas avoir une seule société, une seule usine qui produit, par exemple, une composante pour les ordinateurs ou pour d'autres types d'équipements. Il faut qu'il y ait beaucoup de petites entreprises, de moyennes entreprises qui interagissent entre elles et qui portent toute l'économie en fait sur leurs épaules. Et je voulais aussi dire quelques mots sur la main-d'œuvre. En fait, on peut analyser cette situation d'une manière très simple. L'année dernière, nous avons fait pas mal de recherches à la demande de différents organismes et à notre propre initiative. Et si l'on compare la dynamique de valeur ajoutée sur des secteurs de l'économie et si l'on compare le nombre d'employés dans ces secteurs, euh, par exemple depuis 2018 et jusqu'à 2021, 2022, nous voyons qu'il y a trois groupes d'entreprises. Le premier groupe, en tout cas en Russie, mais je pense que la situation en Bélarus est semblable. Donc le premier groupe, c'est là où il y a beaucoup de valeur ajoutée, mais il y a de moins en moins d'emplois. Ça peut paraître assez paradoxal. Après le deuxième groupe, il y a une croissance de valeur ajoutée et en même temps, l'emploi ont cru aussi. Et le troisième groupe, où on voit, par exemple, une baisse de production et en même temps une croissance des emplois, du nombre d'emplois. Donc, il y a des histoires assez paradoxales dans ces trois groupes, mais les deux premiers, en tout cas, c'est assez évident, je pense. Donc, par exemple, si l'on parle du groupe où il y a une croissance de production et une croissance d'emploi, donc c'est l'industrie pharmaceutique, la production de meubles, la polygraphie, donc en fait, ce sont les secteurs qui ont déjà investi dans la modernisation et qui sont assez comparables en fait au même secteur dans d'autres pays. Mais là où, par exemple, il y a une croissance de production, mais de moins en moins d'emplois, là, ce sont des industries de gros équipements, par exemple, là où il y a des nouvelles technologies, mais il n'y a pas beaucoup de modernisation. Donc là, en Russie, on a mis en place tout ce qu'on a pu mettre en place, en tout cas en 2023, je pense. Mais en tout cas, voilà, on constate cette différence entre les secteurs des économies. Là, on a un potentiel de modernisation et d'autres secteurs où il n'y a plus de possibilité de modernisation. Et c'est un facteur très important.
Parce que s'il y a un potentiel de croissance avec un tout petit peu de capital, là, on peut avoir un impact assez considérable en investissant un tout petit peu. Et donc, je pense que il y a des secteurs où on peut le faire, et surtout dans l'industrie bélarusse, où nous avons déjà un potentiel qui est assez conséquent, par exemple dans justement l'industrie des gros équipements. Donc, je voulais aussi évoquer le fait que les changements de structure et les changements de secteur d'activité, je pense que c'est là qu'on peut avoir, qu'on peut voir clairement les problématiques et en même temps les potentiels dans les économies. Et on le sait d'après les travaux de nos collègues et d'après les travaux de nos collègues en Europe, en Chine et dans d'autres économies. Donc, merci beaucoup encore une fois. C'était très intéressant et ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Спасибо, Александр Александрович. Вижу Merci. вопрос Je Олега vois Григорьевича. une question de Monsieur Goptagne. Задайте Да, вопрос. да, у Allez-y. меня вопрос на самом деле Oui, alors простой и j'ai une очень question конкретный. assez simple et Мне très тоже было concrète. очень интересно. C'était effectivement très intéressant de Я vous с вас écouter внимательно прослушал. et je Ну, vous ai понятно, écouté что меня très интересует attentivement. Donc moi, je portfolio риска. Я suis сразу ставлю цель там intéressée финансовое euh, страховая par des деятельность. questions très Мне spécifiques. Donc, всегда par exemple, очень tout ce qui поражало, concerne что le secteur financier, финансы les assurances. такой специфически очень Donc, выручают в целях c'est расчетах. quelque chose А qui est там pris en еще compte речь d'une шла manière про assez основной particulière капитал. dans les calculs. У меня вопрос очень Et простой. Что donc, такое основной qu'est-ce que vous капитал entendez par финансовой le страховой capital деятельности? général Почему его восполнение требует de столько ce secteur прирост d'assurance et валовой pourquoi il y стоимости? a une telle croissance de valeur ajoutée Ну, brute dans ce здесь, secteur? наверное, нужно погружаться в Alors là, статистику. Вот on честно devrait вам nous plonger dans скажу, les statistiques et разбираться je dois vous по avouer всем que 42 видам деятельности tous les специфики 42 формирования баланса secteurs dans la основного balance капитала, к сожалению, du не capital. сложно Moi, je n'ai после pas eu этого le temps возводить. de m'y Был pencher, вопрос просто donc j'ai pas по tout étudié en сельскому détail. хозяйству. Видели, Mais par очень exemple, vous avez любопытие vu и l'industrie беспокойство. agroalimentaire Значит, по сельскому хозяйству могу et ответить. là, je peux Например, vous dire основной que, par капитал exemple, там le включается следующее. capital В выбытие inclut, par включаются exemple, le прочие bétail выбытия, в том числе реализация. et Грубо говоря, dans какую-то les sorties, единицу on отправили comptabilise, на переработку, она par выбыла, exemple, une обязательно unité qui est селедку, envoyée поросенка, еще en кого-то, значит, на production, баланс поставили после un вывозки. Вот там cochon, et on получается prend un такая nouveau cochon статистическая qui est né. Donc là, статистика il y a по des выбытию statistiques, en fait, восполняется. des sorties, Почему des в entrées, voilà, финансах assez spécifiques. там такое выбытие и En, восполнение? en Ну, ce на qui concerne le пространстве secteur des можно finances, je ne попытаться sais pas через exactement, il faudrait étudier un депозиты, peu plus en которые détail, donc взимаются, может быть, но peut-être les чаще всего надо dépôts, les разбираться. Я comptes вот d'épargne, enfin, je ne sais готов, pas exactement. Donc là, грубо говоря, так вот je ne ответить, suis pas что prête à там vous répondre, конкретно malheureusement. включается Qu'est-ce qui в avait été основной inclus капитал. concrètement dans Потому что ce capital? депозиты вряд ли, это все-таки Ouais, je ne привлеченные sais средства. Если pas берется si on берется peut по parler активу ici балансов, то это должны быть в de основном dépôt. здания и Je сооружения. pense qu'il s'agit Возможно, plutôt des но bâtiments, действительно, может peut-être, быть, с des учетом locaux, того, что в de каких-то l'immobilier. банке сеть сокращалась, Ouais, так, peut-être. соответственно, Il y a продавались все certaines banques, par офисы. exemple, Какие-то банки qui ont прекратили vendu leurs рассрочки, locaux, leurs bureaux. Et освобождать il y a d'autres участников banques этого qui sont развития. arrivées. Donc Очень peut-être надо qu'il y a eu pas статистику mal de смотреть mouvements là-dedans. очень Donc là, внимательно. il faudrait regarder les Вот, потому statistiques что d'une manière до beaucoup plus attentive. реализательства Donc, финансовый капитал euh, учредителей там il y a les начинает capitaux осуществляться. financiers, Надо il y a смотреть. d'autres Я facteurs. поэтому и Donc сказал, là, il что faut да, vraiment regarder plus en détail. с этим видом деятельности просто надо Avec разбираться. Я cette activité, effectivement, Я так понимаю, il faut балансовая l'étudier un peu plus en статистика détail. Oui, и donc эта j'imagine qu'il y a балансная des по statistiques нефинансовым отраслям основной parce que капитал pour les берется secteurs из non активов. financiers, on prend les actifs. По банкам должно, наверное, из Et пассивов. sur les banques, Ну, из oui, il банков faut тогда из prendre les пассивов. passifs peut-être aussi. Тогда, тогда Dans ce cas-là, oui, трата c'est капитала possible. Mais en même значит. temps, les pertes Это en что может capital, значить? Это qu'est-ce que может ça быть peut Это не трата, représenter? это выбытие. В том-то и дело, что там Oui, различается c'est вот pas tout как à fait des выбытие, pertes en fait, ликвидация, c'est да, des sorties. и Donc, c'est pas des прочее выбытие. liquidations, par exemple, Прочее mais выбытие там очень много il чего. y a Там il y a d'autres types de секьюритизация sorties. там на сторону и так далее. В транспорте, например, Dans такая le же история. transport, Там тоже видим c'est la même небольшое situation. выбытие, но там Il y a des sorties автомобили assez conséquentes. кем-то были реализованы,
Et par exemple, il y a des automobiles qui sont partis, qui ont été achetés, vendus, donc voilà. Mais malheureusement, oui, je n'ai pas la réponse là tout de suite. Donc, si vous permettez, je peux répondre juste quelques mots à l'intervention d'Alexander tout à l'heure. Donc, vous avez raison tout à fait dans le sens que ces secteurs, IT et autres, bien sûr qu'il y a une limite à cette croissance. Donc, c'est une croissance rapide. Tu redistribues en quelque sorte la main-d'œuvre, donc tu fais des formations, tu formes des personnes euh, qui commencent à travailler dans d'autres secteurs, tu as un impact assez rapide, mais c'est quelque chose de limité parce que ces secteurs étaient orientés au marché extérieur. Donc, en fait, c'était un secteur qui était moins cher par rapport à d'autres pays, donc les salaires étaient plus bas qu'ailleurs. Et là, en fait, il y a une certaine limite au développement de ce secteur. Et dans ce sens-là, ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est de regarder le secteur réel, là où tu peux investir, tu peux augmenter la productivité, tu peux améliorer la gouvernance, le management. Donc là, au long terme, sur le long terme, c'est beaucoup plus intéressant, je pense. Mais là, il faut aussi prendre en compte le fait que ces autres secteurs, tu peux juste les élargir. Ici, il faut en fait investir beaucoup et en même temps, il faut développer des technologies ou alors avoir accès à des technologies. Parce que pour avoir, par exemple, des équipements plus productifs, il faut avoir des ressources intellectuelles, on va dire, pour pouvoir se développer. Donc là, la question, c'est de savoir où est-ce qu'on puise ces ressources financières pour les investissements. Et deuxièmement, est-ce qu'on a accès à ces technologies? Où est-ce qu'on le trouve? Et comment on acquiert, on transfère ces technologies chez nous. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, à mon avis. Donc là, j'ai fait des visites dans des régions. Il y avait un groupe de travail où j'ai participé euh, par le décret du gouvernement. Et nous avons étudié la situation dans les régions. Et alors, ceux qui ont bénéficié de cette situation, qui en ont profité, ils comprennent très bien que ces conditions sont limitées. Il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de ressources. Donc, et cela veut dire que si aujourd'hui ils ne modernisent pas, ils n'auront pas de ressources financières, ni de ressources en main-d'œuvre, ni rien d'autre. Et aujourd'hui, donc, ils ressentent bien cette pression de la part du marché de l'emploi, mais en même temps, ils n'augmentent pas les salaires, pas beaucoup en tout cas, pour bénéficier de ces ressources financières qu'ils ont pour les investir. Donc là, c'est un moment assez intéressant et on verra ce que ça donne par la suite. Merci beaucoup. Merci Alexander. Donc je m'adresse à nos collègues français aussi. Est-ce que vous voulez poser une question à professeur Gotowski? Sinon, en fait, nous sommes déjà un tout petit peu en retard par rapport à notre planning. Donc merci beaucoup, Monsieur Gotowski.